Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Transmission, le numéro 31. Transmission, c'est donc la table ronde cinéphile qui fait le grand écart, tel Jean-Claude Van Damme, entre la pop culture et le cinéma d'auteur. Aujourd'hui, on va parler avant l'été, donc... Après, il y aura sans doute un petit moment sans que vous nous retrouviez. On parlera aujourd'hui quand même de Toy Story 4 de Josh Cooley. On parlera aussi du Dain, le film de Quentin Dupieux. Et nous finirons avec le film Dragged Across Concrete, le film de S. Craig Zeller, qui est sorti sur les écrans, sur les grands écrans belges, à contrario de la France, où le film est disponible en VOD et sortira bientôt sur support physique, parce que ça existe encore. À ma gauche, un bel homme qui respire son t-shirt, Julien Rambaud. Julien Rambaud, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, et toi Olivier ? Très bien, très bien. Tu vas ouvrir aujourd'hui sur Toy Story 4, alors ça m'a éveillé une petite question pour toi. Je me demandais que quand tu étais un petit enfant, quel était ton jouet préféré ? Quand j'étais un petit enfant, j'ai toujours quand même eu un penchant pour l'universel ballon rond. Même si je suis passé par la case Action Man, Playmobil, etc., le ballon a toujours remporté la mise. Et puis, nous avons ensuite Manuelas. Manuelas, comment vas-tu ? Très bien, Olivier, et toi ? Mais très bien, très bien. Tu vas ouvrir sur le Dain. Le Dain, c'est quand même l'histoire d'un mec amoureux de son blouson. Donc... C'est tout moi, ça. Ouais. Quel fut ton vêtement préféré de toute ta vie ? Le vêtement que tu chérissais quand tu étais au lycée, que tu pensais qu'il allait faire tomber toutes les nénettes ? Le vieil impair que je portais à la sortie de l'école. À notre droite, le jeune Lucien Alflands qui, malgré sa voix si grave, n'a pas 45 ans, comme certains auditeurs l'ont cru. Lucien, comment vas-tu ? Malgré cette ambiance caniculaire digne du premier film de Lumet, ça va fort bien. Comme tu es cinéphile directement avec cette référence à Sidney Lumet, et c'est toi qui vas parler de Dragged Across Concrete, alors quel est ton buddy movie préféré ? Il y en a plein, pour faire plaisir à Manu, je veux dire The Last Boy Scout. Ok, très bien. Sur ces entrefaites, et sans plus attendre, puisqu'on n'a rien prévu pour l'intro, alors on va parler tout de suite de Toy Story 4, le film de Josh Cooley. Woody, we have a situation. I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. Buzz, we've got to get Forky. Affirmative. Why am I alive? You're Bonnie's toy. You are going to help create happy memories that will last for the rest of her life. Huh? What? Comme son nom l'indique, Toy Story 4, c'est donc le 4e film de la franchise initiée par Pixar en 1995. À l'époque, c'était donc le premier long métrage d'animation entièrement généré par ordinateur. Même si, il y a quelques années, Pixar avait sorti un 3e épisode qui concluait vraiment très bien la trilogie, thématiquement parlant, mais la production, donc malgré mou rebondissement, a choisi de donner suite aux aventures de Woody et Buzz, malgré les scandales de mœurs qui ont entaché la société à la petite lampe de bureau, et son pape, John Lasseter, et il y a eu donc un script pour Toy Story 4 qui a été remanié dans tous les sens. La production a été très 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 repoussée. Mais sur ce script, donc tous les pontes de Pixar sont passés, que ce soit Andrew Stanton, Lee Krish, Pete Docter, John Lasseter lui-même. Tout le monde a mis la main à la pâte pour arriver au scénario et à l'histoire de ce Toy Story 4 qui était redouté, on va le dire, par les fans. Ici, on retrouve donc Woody, Buzz l'éclair, Jessie, la cowgirl, il y a aussi le T-Rex et tous leurs amis, Monsieur Patate, qui sont devenus maintenant les jouets de la petite Bonnie, après avoir appartenu pendant très longtemps à Andy. Et notre héros Woody est donc triste puisqu'il n'est plus le jouet préféré, le jouet favori de l'enfant, auquel pourtant il appartient. Au début du film, la petite Bonnie part pour son premier jour de maternelle et... alors qu'elle est un petit peu esseulée, elle se fabrique elle-même un nouveau jouet à base d'une cuillère, fourchette en plastique
qu'elle va Cuichette. Une cuichette, bien sûr. et qu'elle appelle Forky. Et donc Woody se retrouve à devoir apprendre à Forky qu'il est maintenant plus un déchet, mais qu'il est un jouet, et donc qu'il appartient, qu'il compte aux yeux de quelqu'un, qu'il compte aux yeux de la petite Bonnie. Et toute la troupe de jouets se retrouve en road trip, au cours duquel Woody va renouer avec des figures anciennes. Alors, Julien, qu'as-tu pensé de ces retrouvailles avec Woody et Buzz ? Ah, Toy Story, toute mon enfance. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai pensé que toutes ces retrouvailles, évidemment, nous offraient une belle première scène. Une belle première scène qui nous replonge tout de suite dans l'univers, dans l'émotion, grâce justement à ces retrouvailles de tous les persos, et que l'ouverture était assez réussie. Je trouve qu'il y a des petits ajouts de personnages. On l'a dit avec la fourchette qui est plutôt drôle, avec la poupée, ses sbires, avec voilà, il y a d'autres surprises comme ça, des bons gags qui fonctionnent. J'ai l'impression, même si j'ai pas énormément vu le 2 et que le 3 je ne l'ai vu qu'une fois, que c'est un des plus drôles de la saga. En tout cas, c'est dans celui-ci qu'il y a le plus de vannes, je trouve. Et le revers, c'est que j'ai l'impression qu'il multiplie un petit peu tous ces gags un peu anecdotiques parfois, ou qu'il multiplie les situations. Je trouve qu'il y a beaucoup de lieux différents, d'intrigues différentes, enfin de sous-intrigues, de sous-objectifs, et que je trouve que le film se perd un petit peu là-dedans. Je crois que je suis déçu, comme certains fans, de la relation qui manque un peu avec Buzz l'éclair. Je trouve qu'il est fort effacé. Pourtant, il y a vraiment quelque chose de très drôle qui fonctionne dans les peu de scènes qu'il a, avec sa voix intérieure et tout ça. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et je trouve qu'il manque au film. Et du coup, j'en ressors surtout avec un sentiment qui est que, en fait, tous les discours qu'on entend dans le film, la relation du jouet à l'enfant, la peur de l'abandon, le fait de grandir, etc., tout ça a déjà été traité. Et de meilleure manière, je trouve, dans le 3, avec cette fin magistrale du troisième opus. Et du coup, il y a un petit parfum de film inutile ou de trop, à mon sens, même s'il est sympathique. Je trouve qu'ils auraient pu s'en passer, et en même temps, est-ce que voilà, c'est toujours un chouette univers et un chouette moment de retrouvailles. Voilà. Si le film peut paraître inutile dans la continuité des trois autres, parce que comme tu le dis, à la fin du 3, il y avait une belle conclusion. Ce qui est le plus décevant, même si on y reviendra, j'aime bien le film, mais c'est que je pense que selon moi, le 2 était mieux que le 1 et le 3 mieux que le 2. Donc il y avait vraiment une qualité ascendante au fil de la trilogie. Et ici, on redescend un peu d'un cran pour, entre autres, certaines raisons qu'a donné Julien. Oui, on avait presque envie de rester là-dessus, en fait, finalement. Sur le 3. Sur le 3, ouais. Oui, donc moi, comme réaction à chaud, puisque en effet, on sort tout juste du film avec Manu par cette température caniculaire, je dirais que directement, on retrouve tout ce qui va bien chez Pixar, donc la science d'écriture, le savoir-faire indéniable, la beauté de technique, plastique, des éclairages, l'attention portée à l'écriture du personnage principal et de son évolution, son évolution, comment on va dire, émotionnelle. Mais je trouve que cette fois quand même on sent que le sillon commence un peu à se tarir, et je trouve qu'on commence à trouver un peu toujours les mêmes recettes qui font que finalement l'émotion peine à poindre, en tout cas chez moi. L'émotion, moi, elle va naître dans un moment avec le personnage donc de la poupée qu'il retrouve dans le magasin d'antiquité, qui s'appelle Gabi Gabi, avec cette voix défectueuse. Je trouve que c'est un chouette nouveau personnage, qui a un nouveau conflit, qui est ce jouet qui n'a jamais appartenu à personne et qui cherche à appartenir à quelqu'un. Et je trouve qu'elle a un bel arc narratif, et quand le conflit de ce personnage-là est résolu, là pointe chez moi l'émotion, alors que c'est vraiment un personnage secondaire. C'est un personnage qui fait apparaître certains codes du cinéma d'horreur aussi au début du film, qui est super intéressant. Justement, c'est ce qui a été un peu vendu dans la bande-annonce, où on pouvait s'attendre à un registre plus horrifique dans cette sphère-là, et en fait, ça va jamais très loin, parce qu'il y a une empathie quand même qui est portée vers ce personnage de poupée défectueuse. Donc moi, ce que je trouve, je suis pas forcément d'accord en disant que c'est le film de trop sur la saga. Je pense qu'on a beaucoup plus eu le cas sur une suite du Monde de Nemo ou d'autres films comme fait Pixar.
Là, c'est peut-être il y a une intensité moins forte effectivement, mais elle était allée, je pense, très très loin dans le 3 avec la scène on va dire du broyeur ou de la fournaise, de la scène de la fournaise qui allait vraiment très très loin. Surtout dans l'acceptation de leur propre finitude à ce moment-là, c'était incroyable. Voilà. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez beau qui est travaillé tout le long du film, cette idée de voix intérieure du personnage, puis peut-être cette idée qu'en fait on a grandi tous avec cette saga Pixar qui permet de prendre un peu le pouls de ce qu'est Pixar au fil des années. Et c'est peut-être la première fois où j'ai eu ce sentiment en fait que ces joueurs avaient grandi un peu comme nous, et tout le discours qu'ils ont vis-à-vis des enfants, c'est quasiment un discours de parents sur ce lâcher prise, sur cet abandon qui doit avoir lieu. Et je trouvais assez beau cette évolution qu'il y avait au sein de ces personnages-là, que j'ai assez ressenti dans Toy Story 4. Oui, je suis d'accord avec ça. Quand on dit, quand on dit que c'est le film de trop, on fait quand même la fine bouche, parce que Pixar arrive quand même, comme le disait Oli, à jongler avec la grammaire cinématographique vraiment avec brio. C'est quand même plutôt vraiment un bon film. C'est juste que dans... Oui, mais moi j'ai commencé par les qualités. Je suis d'accord que ce soit un bon film, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Et pour rebondir sur ce que disait Manu, c'était... oui, je suis d'accord avec le discours plus adulte, etc. Et je trouve que l'émotion de la dernière scène fonctionne vraiment bien sur la prise d'indépendance, le besoin de s'émanciper, etc. Enfin, je trouve que le choix du discours, les mots qui sont posés, la manière de rendre ça aux spectateurs, pour les enfants, si je me mets à leur place, je me dis que c'est quand même assez fort de découvrir ça, et je trouve que la fin résonne vraiment bien. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec cette fin, un problème thématique par rapport au personnage de Woody qui justement, Woody est un jouet. Il a toujours été un jouet, et c'est ça qui le rend, et donc qui construit son rapport toujours par rapport à Andy, et c'est ça qui faisait la force aussi de tout l'arc qui soutenait la première trilogie. Je commence comme si c'était Star Wars. Elle est surprenante, quoi. Mais ici, il y a totalement une prise d'indépendance. C'est l'accomplissement de tout ce que raconte le film. Oui, mais moi j'ai l'impression que c'est un tout petit peu antinomique ce qui se passe à la fin du film par rapport aux trois autres. Ouais. C'est un personnage qui change, et c'est tant mieux. Oui, mais en même temps, tu vois, Woody c'est un jouet, il peut pas vraiment... il apprend des choses, mais il se construit toujours en rapport avec quelqu'un d'autre qui est l'enfant qui l'utilise. C'est vrai que son discours a toujours été basé sur la fidélité, enfin pas l'asservissement, ce serait trop fort, mais le rapport à avoir quelqu'un qui l'accompagne et de l'aider au mieux. D'ailleurs, c'est le cas au début du film, oui, juste qu'il évolue. C'est pour ça qu'elle est surprenante, mais est-ce que c'est mal? Mais juste elle est surprenante, mais moi je trouve aussi, elle résonne aussi d'une certaine façon avec ce qu'est Pixar aujourd'hui, cette notion d'émancipation, avec toute la crise qu'a traversé Pixar. Et cette idée aussi qu'il faut sortir peut-être de cette dynamique-là, quoi, et que c'est là qu'ils vont peut-être se retrouver. En ce sens-là, moi, ça me gêne pas cette évolution du personnage, et en plus, je trouve qu'elle est introduite dès le début avec l'enfant qui construit lui-même son propre jouet, quoi. Avec cette idée-là où tout d'un coup, il a même plus le rôle du jouet, mais il a le rôle du passeur, en fait. On la sent venir même dans certains... Il y a un plan au début du film où on voit dans le regard de Woody qu'il y a un déclic qui se passe à ce niveau-là, et qu'il le refuse au début parce qu'il s'arrête sur sa condition de jouet, comme tu dis. Mais tout le film ne fait qu'aller vers cette évolution qui donne cette fin que tu trouves éventuellement surprenante, mais qui, moi, ne me choque pas du tout, qui me semble logique. C'était juste histoire de vous lancer un peu sur autre chose. Logique et mature. C'est surtout que tu n'as plus d'âme. Tu es un jouet. Après, je trouve ça en effet dommage que le personnage de Buzz soit relégué au second rang ici, clairement, et qu'il devienne juste un sidekick. Donc là-dessus, je suis d'accord avec après, Julien. est-ce qu'il avait un intérêt dans l'histoire aussi? C'est un moment, on peut pas aussi avoir tous les personnages qui refont un tour de scène. Ça devient des trucs indigestes, ça devient du MCU, quoi. C'est YMCU, quoi. Après, je pense qu'on peut dire sans nostalgie que Buzz est un sidekick plus intéressant que Forky ou que le poussin et l'ours, là, sans être réel. Ils sont plutôt drôles, moi je trouve ces deux... Enfin, le poussin... ils sont plutôt drôles, ils vont pas, je pense que les gosses dans 15 ans vont pas s'en souvenir. Quoi, tandis que Buzz, on s'en souvient. C'est sûr. Je suis assez d'accord avec ça. Et je propose que nous concluions là-dessus et qu'on parle tout de suite du Dain, le film de Quentin Dupieux. Vous parlez de mon blouson?
Pourquoi on parlerait de ton blouson? Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Et nous enchaînons donc avec Le Daim, le film de Quentin Dupieux que Lucien n'a pas vu. Donc Lucien va devenir maître loyal à ma place et je lui donne actuellement mes notes. Allez Lucien. Oh. C'est impossible à faire. Mais si, allez, vas-y. Le Daim de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux devient auteur-réalisateur de longs métrages dès le début des années 0 avec des œuvres comme Non-Film ou Steak en 2007. Progressivement, il acquiert un statut de réalisateur iconoclaste, flirtant toujours avec une forme d'absurdité. Petit à petit, des figures importantes du cinéma français intègrent son univers, comme Alain Chaban en réalité en 2014, et aujourd'hui Jean Dujardin et la copine de Julien, Adèle Haenel, dans Le Daim. C'est ce film qui l'inscrit définitivement au rang des auteurs français à suivre, puisqu'il l'a ouvert la quinzaine des réalisateurs à Cannes en mai dernier. Alors, le pitch du film... Alors, largué par sa femme, Georges, incarné par Jean Dujardin, en a marre de sa veste et la jette aux toilettes d'une station-service. Alors qu'il roule dans une campagne française, il s'arrête chez un vieux monsieur qui lui vend à prix d'or un blouson 100% daim. Un accessoire qui donne à Georges un style de malade. Il s'installe alors dans une chambre d'hôtel où il va vivre une folle passion avec son blouson, une passion qui le poussera jusqu'à la folie et dans laquelle il entraînera Denise, serveuse à la buvette du village, Denise étant Adèle Haenel. Bravo. Ouh, bravo. Il y a Lucien qui imite aussi bien Olivier que Jean Dujardin imite Quentin Dupieux. Et c'est donc Manu qui commence sur le film de Quentin Dupieux. Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? C'est juste pas ma cam. C'est le côté méta des films de Dupieux, cet univers absurde, saupoudré de high concept, improbable et accrocheur. Même si j'ai rarement le temps de m'y ennuyer, je trouve que ça dépasse rarement son pitch de base et ça a une tendance à se conclure sur une pirouette finale, souvent un peu trop facile à mon goût et qui est pas loin du retournement de veste. T'as peut-être mal résumé le pitch parce que tu lisais les notes d'Olivier Lucien, mais le pitch de base tel qu'il est vendu par Dupieux lui-même en promo, c'est Georges 40 ans et son blouson 100% daim ont un projet. Le petit souci du film, c'est que dans ce projet Made in Dupieux là, c'est que le fameux projet de Georges et son blouson, il intervient qu'au bout d'une demi-heure du film. Et alors que le film dure 1h17, soit presque la moitié du film, et pour moi il y a un peu eu un aveu d'échec du film à ce moment-là, puisque Dupieux est obligé de placer pour dynamiser son film en intro du film une scène où des jeunes sont en train de se débarrasser de leur blouson en jurant de ne plus les porter dans une voiture pendant qu'on entend Jean Dujardin hors champ, une scène qu'on va revoir après le point de bascule justement du personnage de Jean Dujardin au sein du film. Donc déjà il y a une manière à mon sens de fonctionner par une accumulation de scènes qui n'aboutissent pas à grand chose au final et qui peinent à créer une dramaturgie. Et en plus l'aspect obsessionnel du personnage vis-à-vis de son blouson, je trouve que ça prend jamais corps avec le récit, c'est sans cesse parasité par cette volonté de mise à distance que Quentin Dupieux installe avec cette volonté de jouer sur le contrepoint, de fabriquer de l'absurde à tout prix. C'est quelquefois efficace dans l'instant, mais ça peine à construire quelque chose dans la durée. Et c'est plus proche de la durée d'un one-man show que d'un film de cinéma, à mon sens. C'est le cas souvent des films de Dupieux. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Oli ? Moi, je vais être un peu moins dur que Manu, je pense. Quentin Dupieux fait des films concept, on le sait, voilà, c'est comme ça la plupart du temps. Et souvent, très souvent, même l'argument tient en une ligne et s'épuise très très vite. Ici, c'est un mec qui tombe amoureux de son blouson. C'est souvent le syndrome de la plaisanterie trop longue. Ici, je trouve qu'on tombe là-dedans, clairement. Mais il réussit presque à tenir, je trouve. Il réussit presque à tenir le truc parce que justement le film dans le film, on va dire, qui arrive, comme tu disais, au bout d'une demi-heure, je trouve que ça relance suffisamment bien le film, suffisamment d'intérêt chez moi pour éveiller un petit deuxième souffle. Après, mais c'est très artificiel.
Ah oui, oui, c'est complètement artificiel. Bah, de toute façon, dans ce film est clairement de toute façon artificiel, rien n'est réel dans ce film. Je trouvais qu'il y avait un traitement des extérieurs et de cette petit hôtel de campagne, etc., qui pouvait légèrement parfois faire penser au calvaire de Fabrice Duhay. Même si avec une photo qui ressemble plutôt à du France 3 Région que du Benoît Deby ou du Manuel Dacos. C'est quand même extrêmement laid. Ça aussi, c'est souvent le cas chez Dupieux. T'as mais il y a une l'impression, volonté sous prétexte qu'il s'est fait connaître avec cette trilogie DV, t'as l'impression qu'elle est accolée à son style, et je trouve que tu te retrouves avec une photo complètement plate tout du long, et voilà, oui, il cumule les postes de chef-op, monteur, orchestrateur, scénariste, etc. Ça fait peut-être un peu trop pour le même homme. Mais je suis d'accord, mais en même temps, il revendique son cinéma comme ça. Mais j'avais vu une interview de Dupieux qui disait qu'on n'était pas réalisateur, on n'était pas cinéaste tant qu'on mettait pas les mains dans le cambouis et qu'on touchait pas à tous les postes. Donc on voit ce que ça donne. Et il bâtit vraiment chaque film comme si c'était son premier, et comme si en fait il se veut cinéaste autodidacte avec tout ce que ça comporte du coup dans ce que tu décris, mais c'est une volonté qu'il a en tout cas. Je pense que c'est aussi une manière aussi de vendre ses films, et je pense que ça tient aussi un peu de la pause. Voilà, moi ce genre de film concept, ça peut très très vite m'énerver. Je trouve qu'il y a souvent un problème de foutage de gueule parce que le film se prend pour plus intelligent, pète plus haut que son cul. Ici, je trouve que c'est pas trop. Enfin, c'est pas trop le cas, c'est une récréation, c'est comme un sketch étiré qui parle un tout petit peu de la vacuité de l'existence une fois que l'être aimé est parti. Surtout si on a un boulot de merde. On ne connaît pas le boulot de Georges, mais on s'imagine qu'il est genre VRP ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est vraiment très ténu dans le film, mais il y a un tout petit peu un discours là-dessus. T'es dédicacé à tous les VRP qui nous écoutent. Il y a deux trucs qui font que le film ne m'énerve pas. C'est que la première chose, c'est que justement, il a l'air cheap. En fait, je trouve que c'est insultant quand tu vois des films qui sont mal branlés et juste des espèces de sketchs étirés. Si en plus il y a ils sentent le fric, alors ça fait vraiment genre regardez, on a claqué plein de thunes juste pour faire ça. Là, comme le film est hyper cheap, ça va. Un peu comme chez Gavras. Ouais, peut-être plus. En tout cas, le film de Gavras m'a plus énervé que celui-là. Et remue pas des mauvais souvenirs comme ça. Et l'autre chose, c'est Jean Dujardin. Je trouve que Jean Dujardin tient vraiment bien une note entre le guignol et le pathétique, et à la fin, dans cette fin qui est complètement mal branlée avec un Deus Ex Machina à la con, enfin tout ce que tu veux, mais je trouve qu'il a un côté pathétique qui le rend presque touchant, et en fait dans les scènes où il va soutirer de l'argent à Adèle Haenel, je suis presque gêné pour lui en fait. Donc je trouve qu'il est assez bon vraiment. Mais il est très juste. De toute façon, une des qualités de Dupieux est quand même sa direction d'acteur, à mon sens, et Dujardin le prouve encore une fois, c'est que quand il est bien utilisé, c'est un très bon acteur, voire un très grand acteur quoi. Ouais, c'est clair que c'est une des qualités du film, c'est qu'il est très très bien, mais après voilà, je trouve que le film se repose un petit peu sur son numéro d'acteur et qu'il va pas beaucoup chercher plus loin. J'ai plutôt aimé certains films de Dupieux, mais je trouve que ça fait un moment qui se perd justement dans ce dont vous parlez, dans son système, ou qui s'enferme dans un système, et que tout repose sur des vannes et des concepts, alors que il pourrait raconter beaucoup de choses avec le film, le rapport à l'objet, la mégalomanie, etc. Et effectivement, bon, toi tu dis pendant 30 minutes, moi je trouve que pendant 45 minutes, il se passe vraiment pas grand chose, qu'il en fait une vaste blague, et qu'en fait c'est problématique parce que la fin apporte, je trouve, un peu plus de cynisme et un peu plus de, voilà, ça s'emballe un peu plus, et il assume son côté absurde, mais qu'avant ça c'est du décalé pour du décalé, c'est extrêmement prudent je trouve, parce qu'il se vend quand même moi j'ai dit qu'il se vantait comme qui se vendait en tout cas comme autodidacte, mais et comme absurde, mais en même temps c'est pas très radical, je trouve que c'est un absurde sage et mou, et voilà. Après bon, je suis d'accord avec Olivier, il y a des répliques qui fonctionnent, il y a des moments drôles, il y a des moments où voilà, mais globalement moi je ressors avec un ennui, alors que le film ne fait qu'1h15, donc je me suis dit tiens, on peut s'ennuyer même si c'est un film court. Et voilà, je voudrais juste finir en disant que depuis Au Poste, son précédent, j'ai un sentiment que c'est un cinéaste qui veut pas se faire mal, qui veut se rester dans du coton, un peu fainéant, un peu bâclé, alors que ça fait 10 ans qu'on peut trouver qu'il y a au moins un univers intéressant, ou au moins quelque chose à développer là-dessus, mais il reste sur ses premières idées, je trouve.
Très bien, eh bien on va s'arrêter là-dessus sur Le Dain, le film de Quentin Dupieux, et on passe tout de suite au film Dragged Across Concrete de S. Craig Zahler. A single red ant could have eaten it faster. Who the hell are those guys? There's a lot of imbeciles out there. Things are getting weird. We're heading into new territory. Start the party. You still in? I am until I'm not. Sorti en salle en Belgique, mais directement en support ou sur plateforme numérique en France, Dragged Across Concrete, soit Traîné sur le bitume, c'est le 3e long métrage écrit et réalisé par S. Craig Zahler après Bone Tomahawk en 2015 et Section 99 en 2017. L'homme est aussi musicien et romancier, et c'est surtout comme ça que les aficionados de polar l'ont découvert au début des années 2010. Pour ce nouveau film qu'il a écrit et réalisé, il retrouve Vince Vaughn et Jennifer Carpenter qui étaient déjà au casting de Section 99 et engage aussi Mel Gibson et Tori Kittles dans les rôles principaux, tandis que Don Johnson ou Udo Kier campent de petits rôles le temps d'une scène ou l'autre. La photographie est signée par Benji Bakshi, qui est autre chose quand même que chez Quentin Dupieux, et c'était lui déjà qui avait fait la photographie des précédents efforts de Zahler. Voilà. Le pitch, c'est quoi ? Donc, quasi retraité, le flic Ridgeman, c'est Mel Gibson, s'est endurci à force de traîner sur le bitume trop longtemps. Lui et son équipier italo-américain Lou Rasetti, c'est Vince Vaughn, se retrouvent suspendus après avoir été filmés lors d'une intervention un peu trop musclée. Ils ont été filmés par un téléphone et la vidéo se retrouve diffusée à grande écoute. Alors que sa femme est handicapée, atteinte de sclérose en plaques, et que sa fille est harcelée par les gamins d'un quartier laissé à l'abandon, Ridgeman Mel Gibson décide de passer la barrière de la criminalité, éventuellement même en entraînant son coéquipier avec lui. Manu, es-tu d'accord sur ce résumé ? Tout à fait, c'est plutôt bien résumé pour un film qui est plutôt complexe. Merci Manu. Alors, suite à une démission d'un des membres de l'émission que je ne balancerai pas, c'est moi qui vais devoir ouvrir sur ce film. Alors, j'ai vachement aimé le film. C'est vraiment une bonne surprise. Je pense que c'est même un des meilleurs films que j'ai vu cette année pour l'instant, en 2019. Et on l'a pas dit, mais le film s'étend quand même sur une très longue durée. Je crois qu'il dure à peu près 2h40. Oh, c'est à peu près 3 Quentin Dupieux, je pense, à peu près la durée du film. C'est ça, on va mesurer en Quentin Dupieux maintenant. Et je dirais surtout que c'est un polar qui est éminemment contemporain. Un polar, j'irais même jusqu'à dire que c'est un polar crépusculaire, voire un polar même existentialiste, qui en tout cas montre 2 personnages principaux qui sont largués, et c'est ça qui est intéressant. C'est des personnages qui sont des 2 flics qui sont d'un autre monde, c'est 2 flics qui sont dépassés, 2 flics qui sont déboussolés, et dans le film il y a des gros méchants, c'est ceux qui ont perdu complètement toute humanité. D'ailleurs, ils sont c'est forcément des Allemands, quoi. D'ailleurs, ils portent des masques et ils s'appellent soit Black Gloves, soit Grey Gloves. Donc, c'est ce qu'on voit dans le générique. Ceux-là ont vraiment perdu toute humanité, mais le fait qu'on soit bon ou méchant est beaucoup plus proportionnel au degré qu'on a on va dire, d'humanité avec les personnes qui nous entourent, que ce soit la famille, les amis, etc. Et c'est beaucoup plus ça qui va faire que l'échelle morale en fait du personnage. Dès le départ, en fait, la scène qui va introduire Mel Gibson est extrêmement ambivalente, parce que voilà, il y a cette figure du flic, donc ça rappelle forcément Martin Riggs, hein, quand on le voit, même s'il a vieilli, on pense forcément à ça. En plus, il est construit sur un duo, et il va y avoir une scène où ils vont interpeller une fille témoin, et la manière dont on va interroger la fille va d'office mettre le spectateur dans un rapport ambivalent par rapport au personnage, qu'on va le trouver en même temps, on va en même temps avoir une sympathie tout le temps en trouvant ses méthodes effectivement douteuses et en trouvant le personnage quand même assez borderline. Martin Riggs, qui pour rappel est le policier de L'Arme Fatale.
Tout à fait, excuse-moi, merci pour cette petite précision. Les deux personnages sont constamment ramenés à leur masculinité, à leur place de policiers, ils sont plus à leur place, ils ont plus les repères par rapport à la bouffe, par rapport aux technologies. D'ailleurs, ils sont grillés sur une question de technologie au début, par rapport à leur méthode. Voilà, c'est vraiment des personnages fatigués, et donc il y a une déconstruction des icônes dans ce film. Et le personnage qui sera gagnant au final, il est défini par rapport à son lien familial, à son lien filial, fraternel, amical. Et je trouve que sur ce que le film raconte au fond, on n'est pas très loin d'un film que certains d'entre nous ont défendu ici, même à ce micro, qui était A Beautiful Day. Je pense que sur ce que le film raconte au fond, on est assez proche en fait. Et je pense que les films peuvent être assez comparables sur ce point-là, même si au niveau du style, c'est pas du tout la même chose. Ici, on est sur un film qui s'étend, qui joue sur la durée. On a une scène de planque comme rarement j'en ai vu, où tu vas vraiment ressentir la durée, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'air dans la bagnole, le fait que ça pue, le fait que l'autre mange, le fait qu'on sent la laine le salami, le salami, etc. Et donc voilà, je trouve ça assez bien géré. Et d'une manière générale, sur le film, ça sera la dernière chose, puis après je passe la parole parce que ça fait un bon moment que je parle. Je trouve qu'il y a un rapport au temps dans le film qui est très intéressant. La deuxième partie du film est construite sur, on va dire, une scène d'action principale. Donc c'est quand même une grosseur de film, mais ça va pas être une scène d'action qui va être montée en crescendo. C'est une scène d'action qui va être étirée et dont chaque geste va être presque décomposé et réfléchi et pensé. Et chaque geste va être inattendu par les autres. D'un point de vue de spectateur. Dans le sens où régulièrement, moi je me suis dit tiens, j'avais jamais vu ça au cinéma. Enfin, pas de cette manière-là. Il y a un truc que j'avais jamais vu, c'est le plan du craquage de bandage et la larme qui coule du bandage. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Ouais, je vais plutôt abonder dans ton sens, dans le sens que c'est peut-être le film le plus accompli de nos réalisateurs à ce jour. Je trouve on y retrouve encore certaines scories, à mon sens, de son cinéma. Quand tu parlais de la gestion du temps, moi je trouve que c'est quelquefois un petit peu aussi la limite du film. Il y a un aspect un peu solennel, sentencieux de certaines phrases, et des fois dans l'interprétation, j'ai plus l'impression de voir des personnages qui sont en train de lire des didascalies que réellement incarner des personnages par moments. À des moments, je trouve l'interprétation un peu empruntée ou un peu trop effacée. Elle manque un peu d'incarnation à mon sens. Après, ce qui me plaît dans le film, c'est cette volonté de faire avancer le film, non pas au travers de son intrigue, mais au travers de la relation tissée entre les personnages. Et à ce niveau-là, c'est quelque chose qui me plaît, quelque chose qu'on voit plus trop et qui est bien incarné dans la relation que tu as avec Vince Vaughn, Mel Gibson, ou les petits malfrats qui sont Tory Kittle et Michael J. White, qui sont plutôt les convoyeurs, les convoyeurs des gros malfrats. Et voilà, cette volonté de se réapproprier ce type de cinéma et ce type de spectacle un peu délaissé aujourd'hui m'a plutôt cueilli. Voilà, après, je trouve que c'est aussi quand même un film qui joue un peu trop de sa durée, qui s'aventure un petit peu dans des pistes narratives intéressantes, mais qui sont pas complètement abouties. Le segment sur le personnage incarné par Jennifer Carpenter, qui, contrairement à Jennifer Lynch, n'est pas la fille de John Carpenter, il y a ce côté un peu picaresque d'aller chercher un personnage juste quasiment pour faire un lien entre deux aspects de l'histoire. Je le trouve pas complètement abouti. Je le trouve intéressant, mais je trouve qu'à des moments, je vois des idées de scénario, des idées de mise en scène, mais je les vois pas complètement incarnées de manière totale à l'écran. Ça serait ma réserve sur le film, qui est effectivement très recommandable. Et si on devait tracer un parallèle, je tracerais plus avec, pour le coup, Les Veuves qu'avec Beautiful Day. Même si je trouve Les Veuves un film plus accompli. Alors, j'étais plutôt d'accord avec Oli, et je suis carrément d'accord avec Manu. J'avais pensé à citer Les Veuves aussi. Je trouve que comme dans Les Veuves, il y a des moments où je me disais, tiens, c'est un film de braquage, j'en ai vu des centaines, mais je n'ai jamais vu cette approche-là du film de braquage. Et je me suis dit plusieurs fois la même chose devant ce film-ci. Après, je l'ai vu dans de très mauvaises conditions. Je trouve que je veux dire, la qualité et le défaut du film, de ce que je peux en dire, c'est qu'il est
très malin et parfois un peu théorique. Et donc le film a pu me perdre régulièrement, mais tout aussi régulièrement il arrivait à me raccrocher. C'est un peu particulier parce que je trouve que le film est pas très organique, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais pas très... il ne roule pas, c'est pas très fluide comme film, mais par contre je trouve qu'il y a très régulièrement des idées assez brillantes et surtout des idées assez... original. Je suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'il soit pas fluide et qu'il accroche. Moi, je trouve justement que il y a quelques méandres au niveau de l'histoire, au niveau du scénario, tout ça, et pourtant je trouve que c'est rendu de façon très limpide et très efficace et très fluide. Et je trouve vraiment que c'est son écriture qui fonctionne le plus. Je trouve que c'est le point fort. C'est dans la construction du récit, je le trouve vraiment simple et assez efficace. Et je trouve que du coup, le scénario étant très clair, la mise en scène peut vraiment travailler sur son atmosphère brumeuse et lourde et poisseuse. Moi, j'étais vraiment aussi une très très bonne surprise pour moi. Je trouve qu'il y a des scènes très longues de dialogue, etc. en voiture qui pourraient être ennuyeuses, mais il y a toujours un humour, il y a toujours la mise en scène, et je trouve que c'est incarné, Manu. Mais j'essaie de comprendre ce que tu dis. Des fois, dans ces scènes de bagnole qui sont filmées presque en plan séquence du point de vue du capot de la voiture, ça, à mon sens, des fois s'étire plus que de raison, et surtout pour expliciter des backgrounds des personnages. Et donc, à un moment, j'ai l'impression d'avoir le personnage qui m'indique les conflits qu'il a. Et qui, en fait, il se fait presque la voix off de son personnage à l'écran. Ça, la mise en scène fait ça régulièrement. Et c'est pas le souci de fluidité ne vient pas de son écriture, je pense. Une de ses qualités vient de son écriture. En revanche, sa mise en scène, je la trouve par moments un petit peu limitée par rapport au sujet qu'il embrasse. Elle manque de fluidité à ce niveau-là, à mon sens. Moi, je trouve que je comprends ce que tu dis. Après, j'essaie de parler de l'interprétation, et je trouve que justement ce qui se passe, et c'est peut-être là que tu trouves que ça manque d'incarnation ou de chair, c'est que il n'incarne pas tant, il ne compose pas tant, dans le sens où Mel Gibson est vraiment pris pour ce qu'il représente, et je vais y revenir. Et du coup, il ne joue pas forcément, ils sont très proches des rôles, et je trouve que c'est ce qui fonctionne vraiment dans ce duo, en fait. Et là où ce que je voulais dire avec Mel Gibson, c'est que c'est la manière dont le réal joue avec le personnage de Mel Gibson, c'est-à-dire la manière dont il joue avec la vie de Mel Gibson, donc plus ce qu'il représente comme acteur de cinéma et dans le monde du cinéma. Moi, je trouve que l'émotion, elle découle de ça, de ce qu'il représente. Et je vois, comme tu disais dans l'intro, Oli, l'ancien monde qui rencontre le nouveau, et l'ancien monde qui essaye de se battre avec ce nouveau et de s'y faire une place. Et Gibson, je trouve qu'il est assez parfait pour symboliser ce flic largué et violent, qui comprend pas le monde. Symbolise ça, mais il n'y a pas cette incarnation que j'ai dans les grands rôles de Mel Gibson. Je trouve qu'il y a une manière un petit peu aussi théorique de prendre ce personnage-là, et que cette idée crépusculaire qu'a développé Olivier dans son argumentaire, c'est aussi un petit peu théorique par moment. On n'est pas chez Peckinpah, on n'a pas ce degré d'incarnation des personnages à l'écran. Je trouve qu'on est un peu à des moments dans un scénario filmé avec de très bonnes idées, mais qui à un moment me met à distance par moment. C'est paradoxal, je vais peut-être un peu me répéter, mais ce que je trouve vraiment paradoxal, c'est que ce côté théorique peut faire décrocher, peut mettre à distance, et à la fois il y a quelque chose de fascinant dans cette théorie qu'il développe. Je pensais qu'effectivement c'est quand même un rythme très lent, et la manière dont il a de tenir cette âpreté, ce truc, je trouve ça très fort. Et Mel Gibson n'est pas celui d'il y a 20 ans, ça c'est sûr, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il épouse sa fatigue, son âge, etc., et que ça fonctionne. Mais bon, après, on n'est pas d'accord, et c'est pas très grave. Mais... Non, vous n'êtes pas vraiment pas d'accord. Par contre, moi je suis pas d'accord avec toi sur la scène avec Jennifer Carpenter, qui est cette espèce de sortie du récit. Je trouve que cette scène va impacter très fort en fait toute la lecture que tu vas avoir du film, quoi. Je trouve que ce qui synthétise dans cette scène là, qui est que finalement tu crois quelque part que tu es avec une fille pas vraiment en burn-out, mais qui arrive pas à lâcher son bébé, qui doit retourner faire un boulot qui a pas de sens, et qui finalement et donc tu es plutôt du côté du mec, parce que l'argumentaire de son gars il est solide, mais et finalement ce qui lui arrive,
te fait penser l'inverse et te fait penser plutôt que ce qui est important, ce qu'elle aurait dû privilégier, c'est justement ce qui donne du sens à sa vie, soit les personnes qu'elle aime, plutôt que le job. Oui, mais ça, tu l'as de manière théorique, tu l'as pas de manière émotionnelle dans le film. Si, quand même, parce que l'actrice est super forte, je trouve, et que je trouve qu'on sent vraiment son rapport hyper conflictuel à son travail, etc. Et je trouve que c'est un écart. Sauf que ce qui te fait dire ça vis-à-vis de son parcours est quand même résumé dans la manière très abrupte dont il se termine. Donc moi je trouve que cette scène-là, elle fonctionne comme un effet de choc, mais elle n'a pas une résonance émotionnelle dans le film, parce que ce personnage-là, j'ai pas eu assez de temps malgré tout pour m'attacher, parce qu'il a beau avoir développé étiré cette scène-là des adieux à la porte avec son compagnon, c'est un personnage que tu prends en cours du récit qui va disparaître 10 minutes plus tard, et c'est un peu pour moi un aspect un peu théorique du film que j'ai. Moi c'est en ça que je parlais d'écriture minimale, où je trouve qu'avec peu de choses et effectivement pas beaucoup de temps d'image pour son personnage, on arrive à avoir tout le concret de sa situation. Après, je parlais de limites au niveau de la mise en scène, justement, c'est plutôt dans ces longues scènes de voiture, il y a un découpage qui me semble parfois visible, en fait. Je trouve que parfois il y a des axes des raccords qui sont pas élégants. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas organique dans la mise en scène et le découpage de ces scènes de voiture parfois. C'est le danger quand on veut mettre en avant la temporalité du film comme ça. C'est de rendre visible certaines choses qui normalement ne le sont pas au cinéma. Oui, voilà, mais ce qu'il y a, c'est que si jamais tu avais eu un metteur en scène plus aguerri, il aurait sans doute peut-être essayé de jouer le plan séquence, mais ça c'est super dur parce que ça te demande de l'écriture, la direction d'acteur, le tempo, la mise en scène, enfin c'est plus compliqué. Ici, il découpe et quelquefois ça met un peu à distance, je trouve. Absolument. Très bien, donc on passe tout de suite au conseil et monsieur Julien Rombaud, vous m'avez demandé de passer en premier. Allez-y. Oui, pour rebondir sur Dragged Across Concrete, je voulais conseiller un petit livre de Mathieu Rostac sur Mel Gibson justement, qui s'appelle Sur la brèche, et en même temps on peut étendre la collection qui est la collection Capricci Stories, où il y a notamment des livres sur Marlon Brando, Les stars durent 10 ans, une collection en tout cas pour celui-ci de Mathieu Rostac qui est journaliste à SoFilm, et donc c'est des formats très courts, très très simple, très très chouette, avec l'humour qu'il peut y avoir, le petit côté décalé qu'il peut y avoir dans SoFilm, et voilà, ça analyse plutôt bien le personnage de Mel Gibson dans toutes ses ambiguïtés, et donc dans tout ce qu'il a comme qualité, mais aussi tout son côté Mad Mel, toutes ses failles, etc. C'est plutôt bien écrit, c'est plutôt chouette à lire et ça va très vite, donc voilà. Ouais, puis Capricci, c'est en général plutôt une valeur sûre. Manu. Je sais pas, j'ai juste éteint mon cerveau quand il a parlé de SoFilm. Moi, je vais vous conseiller aussi un autre livre, puisque peut-être pour faire le pont avec les personnages de Toy Story qui ont grandi avec nous, et cette idée de aussi transmettre quelque chose à nos enfants en tant que cinéphiles, est paru aux éditions Arte Éditions, un guide des 100 grands films pour les petits, écrit par Lydia et Nicolas Boukrieff qu'on connaît comme rédacteur de la grande revue Starfic, mais aussi comme cinéaste plutôt intéressant. Lydia étant sa femme et étant monteuse. Donc voilà, c'est un guide sur 100 films, mais qui ne se limite pas à 100 films, qui est regroupé par tranche d'âge, et donc c'est je pense une belle idée de transmission entre parents-enfants de cette cinéphilie, cette idée d'initier ces enfants à une forme de cinéma qui est en voie peut-être de disparaître, ou de tel qu'on l'a connu quand on était enfant. Donc voilà, je vous conseille vivement ce guide des 100 grands films pour les petits. Merci Manu. Et toi Lucien ? Moi, très rapidement, je vais un peu surfer comme d'habitude. Je vais en conseiller 2 très rapidement. Parler du Dain tout à l'heure, mais je vais conseiller The Deer Hunter de Michael Cimino. Non, et du coup l'autre conseil est plus vraiment de saison et fait référence à Don Johnson dont on a parlé tout à l'heure. Je vais vous conseiller Hotspot, un film de Dennis Hopper, qui est un néopolar du milieu des années 90 avec Jennifer Connelly et donc Don Johnson, dans lequel il y fait très très chaud dans tous les sens du terme. Merci.
Merci Lucien. Et moi du coup beaucoup plus froid. J'en parlais tout à l'heure parce que j'y ai pensé en regardant Le Dain, dans cette espèce d'ambiance d'hôtel miteux du fin fond de la province. Ici je vous invite plutôt aller au fin fond des Ardennes ou des Fagnes en Belgique pour aller dans le petit hôtel tenu par Jackie Berroyer dans le Calvaire de Fabrice Drouet, qui est un film franchement nettement plus intéressant que Le Dain et qui arrive vraiment en tout cas à cultiver une espèce d'atmosphère poisseuse, humide, comme ça. Vous avez l'impression d'être dans une chambre d'hôtel trop humide avec le papier peint qui se décolle un peu comme ça. Ça reste un film assez surprenant et assez ovniesque dans le paysage du cinéma de genre francophone. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt.